l'est de la ville de Calais. Père musicien, mais instituteur aussi, surtout, violoniste. Et puis ma mère, peintre amateur. On faisait de la musique et du sport comme on se lavait les dents tous les soirs. Voilà, il y avait des valeurs de base comme ça. J'ai un frère, Francis, qui est pianiste, Francis Hawkwood, qui était en fait le musicien de la famille. Moi, on pensait que j'allais devenir plutôt architecte parce que je faisais que des constructions de Lego et de cubes à l'époque. Et je faisais de la musique, mais bon, j'étais rentré au conservatoire comme un peu tout le monde. Et puis, lui, mon frère, avait commencé la musique d'une manière plus orale. Et dès son plus jeune âge, c'est-à-dire à 4 ans, il commençait à reproduire sur son petit piano les musiques qu'il entendait, qu'elles soient classiques ou jazz, puisque mon père était abonné à la Guilde du jazz. Donc voilà, on avait cette culture transversale musicale dès notre plus jeune âge, ça c'était très important. Puis aussi cette culture des arts plastiques, puisque ma mère peignait, était une fan de Kandinsky. J'étais en fait très très vite en contact avec cet éveil des sens, je crois que c'est important, et du corps avec le sport. Et puis donc j'ai continué mes études classiques à Calais, et au bout d'un certain temps, bon, je voyais que mon frère, lui, progressait dans la musique improvisée, jazz, bien qu'il était aussi, lui, au conservatoire, en alto et en piano, mais il était vraiment... bon, il avait un contact beaucoup plus intuitif que moi avec la musique. Et en fait, à chaque fois qu'il proposait de le rejoindre à son piano pour improviser avec lui, je pouvais pas, quoi. C'était impossible parce que j'avais appris la musique avec les yeux et pas avec les oreilles, donc je savais lire la musique, je savais très bien lire la musique, mais j'avais aucun sens en fait organique, je dirais, avec elle, de senti. Et donc il a fallu un accident, je me suis cassé le bras, j'avais 14 ans, et 13 ans et demi, 14 ans, et j'ai dû arrêter le violon classique pendant 1 an. Pendant cette année-là, bien mon frère m'a fait écouter pas mal de musique, m'a fait découvrir des choses, de la musique classique aussi, mais aussi ça allait de John Mayall à Jimi Hendrix, Janis Joplin, Magma. Et puis il m'a fait découvrir Jean-Luc Ponty avec Frank Zappa. Et là, pour moi, ça a été une révélation. Alors j'écoutais Stéphane Grappelli avec mon père, parce que mon père me faisait écouter les disques qu'il recevait de la Guilde du jazz. Mais bon, je trouvais que Stéphane Grappelli avait un style très fluide. Mais ça me rappelait trop quand même l'esprit et l'interprétation du jeu classique, quoi. Donc acoustique avec le vibrato romantique, l'emphase classique romantique du violon. Alors que Jean-Luc Ponty, voilà, c'était la révolution, violon électrique, pas de vibrato justement, un peu ce son très linéaire à la Miles Davis, qui était à la limite de la faille, quelque chose qui me touchait beaucoup. Et donc pendant cette année où j'ai pas pu jouer, j'ai commencé à apprendre l'instrument d'une autre manière. Au lieu de le jouer avec l'archet, eh bien je pouvais pas, j'avais un plâtre qui m'empêchait de bouger. Donc je l'ai joué comme une guitare, en écoutant la musique et en jouant sur la musique, c'est-à-dire en essayant de repérer, établir une relation par l'oreille entre ce que j'entendais et ce que je jouais. Donc c'était complètement tout à fait autre chose. C'était le premier contact avec le geste auditif, c'est-à-dire comment entendre et comment faire correspondre ce qu'on entend avec l'instrument. Parce qu'avant je lisais la partition, j'avais des doigtés, des ordres qui me disaient tu mets le doigt là, ça va faire telle note, ok. Donc, mais je ne créais pas ma note, quoi. En tout cas, je la créais par rapport à un ordre qu'on me donnait, que la partition me donnait. Donc là, tout a changé et dès qu'on m'a enlevé le plâtre, je suis allé voir mon frère, je lui ai dit voilà, écoute, je voudrais essayer de jouer avec toi, au revoir. Et puis c'est parti. Après, bien, tout s'est passé très très vite parce que j'ai vu Magma à la télé. Et quand j'ai vu Magma, je me suis dit là, il y a un truc, voilà,
le charisme de Christian Vander, et puis cette chose complètement, voilà, j'ai vu des extraterrestres, quoi. Et ce jour-là, je me suis dit, bon ben voilà, je jouerai avec ce groupe. Et ce qui était étonnant, c'est que 3 ans après, j'étais rentré dans le groupe Magma. Donc j'ai passé mes examens de conservatoire. Après, je suis allé rejoindre mon frère qui était engagé à Valoris chez un milliardaire, un mécène. Il y en avait encore à l'époque pour la musique. Et puis j'ai été repéré là-bas, donc j'ai arrêté mes études. Le mécène m'a gardé. Je devais rentrer au conservatoire de Paris. Ben, je ne l'ai pas fait, je suis resté avec mon frère. On a commencé à créer des groupes. J'avais 16 ans. C'était juste après avoir passé justement ce concours de la SACEM. C'était prix de la SACEM, musique dodécaphonique et contemporaine. Donc oui, j'avais écrit un trio, enfin on avait une œuvre imposée dodécaphonique et un trio, enfin une œuvre originale. Donc j'avais composé un trio à cordes préparé. C'était à l'époque où on cherchait à être original. De toute façon, on cherchait à faire tout ce qui n'avait pas été fait. Il y avait encore plein de choses à faire. Et je terminais par une cadence parfaite à la fin. Donc c'est ça qui avait fait marrer le jury d'ailleurs, parce que je trouvais ça très drôle. Voilà, parce que le reste c'était complètement abstrait, quoi. Mais c'est important aussi que j'aille dans ce style de composition, parce que ça me permettait de franchir des barrières et surtout d'aller voir trop loin d'ailleurs ce qui pouvait s'y passer, parce que j'avais pas suffisamment de base. Et après j'ai appris que la liberté se trouvait justement en se constituant des bases, donc on se construit sa prison pour s'en évader. Et c'est là qu'on a la véritable sensation de liberté, sans quoi c'est une fausse liberté. Et puis, eh bien, à la fin de mes 17 ans, voilà, mon frère décroche une audition avec Magma, il cherchait un pianiste. Et puis, il a demandé à Christian Vander s'il pouvait m'amener à l'audition, puis j'ai passé l'audition avec lui, et puis on a été pris tous les deux. Donc à 17 ans et demi, on va dire, je rentrais dans Magma. C'est à ce moment-là où j'ai commencé à penser qu'un destin, ça se choisissait, puisque je l'avais choisi. J'avais vraiment orienté toute mon énergie sur ça, en disant je le ferai, j'irai là. Et c'était une étape, le destin, c'était un peu comme prendre un train à la bonne heure, à la bonne gare, avec les bonnes correspondances. Bon, là, je prenais le bon train. Maintenant, après, il fallait trouver les correspondances. Et là, en fait, les connexions elles se sont faites tout à fait naturellement, puisque Magma, c'était le grand groupe français et presque européen à l'époque. Et donc, je me suis exposé dans le grand festival, Montreux. Donc, j'ai rencontré des musiciens comme André Ceccarelli, qui était avec Troc à l'époque. Donc moi le Magma c'était avec Paganotti, Winman, et puis après c'était avec Jeanne Top qui revenait dans le groupe avec Michel Gralier. Pour moi ça a été la meilleure école possible, parce que c'est celle qui reliait le spirituel à l'intellectuel, au cérébral et à l'organique. Puisqu'il y avait beaucoup de théâtralité, il y avait beaucoup de mise en scène, mais avec beaucoup de croyances, mais aussi avec beaucoup d'humour et avec beaucoup d'amour. Donc c'est là où peut-être j'ai commencé à comprendre que amour et humour étaient indissociables, et que pour bien réussir, pour se sentir bien en fait en soi, il fallait générer ça, quoi. Donc faire les choses sérieusement, mais sans jamais se prendre au sérieux. Et un jeu, quoi, voilà. Donc se plaire à jouer ce jeu de la vie et des rencontres. Et cette rencontre avec Christian Vander a été complètement décisive, parce que c'est celle qui m'a permis de donner une autre dimension à mon rôle de musicien, c'est-à-dire m'impliquer dans chacune de mes notes. Et chacune de mes notes était comme un bout de chair que je donnais. Et jusqu'aujourd'hui, je suis dans voilà. J'ai jamais quitté ce chemin de l'expression musicale, c'est-à-dire chaque note est un don, quelque chose qu'on donne, donc c'est pas gratuit. Et rien de savoir que c'est pas gratuit, quand je joue une note, pour moi ça a de l'importance. C'est quelque chose que je donne, donc qui m'apporte. Et donc ce qui fait que je la joue jamais en avance.
Je réfléchis jusqu'au bout pour la donner. Hein. Et je crois que c'est un principe d'ailleurs de l'interprétation classique, c'est-à-dire ce truc de garder en soi les choses pour les donner au dernier moment, et que ce geste de libération en fait de la musique fasse que la note prenne une... voilà, que ça devienne un présent dans lequel on la joue. Donc avant de trouver ma propre place, il fallait que je la trouve aussi dans le regard de mes pairs. Donc c'était vachement important pour moi aussi de pouvoir prouver que je pouvais faire des choses. Donc c'est vrai que c'est l'époque où j'étais plus dans l'effet virtuose que dans la profondeur. D'ailleurs, chaque âge sa musique, chaque âge sa respiration, chaque âge sa place. Donc il ne faut pas anticiper parce que parfois, voilà, je crois qu'il faut vivre chaque expérience en sachant qu'on les vit. Et, voilà. C'est vrai que en fait, pour moi, le travail dans la musique et les rencontres qui ont été associées à ça est un véritable cheminement initiatique de vie. D'ailleurs, pour moi, ça sert à ça. Ça sert pas à autre chose, quoi. Ça ne sert pas forcément à avoir une notoriété, pour avoir un nom, pour avoir la célébrité, pour avoir... Ça, ce sont des faux buts encore. Mais j'ai remarqué que ce qui était le plus important, en fait, c'était ce cheminement et ces expériences qui se conjuguent et qui se solidifient les unes les unes et les autres, aux autres, et par des erreurs, des fausses routes, et puis ces rencontres qui sont très importantes parce qu'on les choisit au bout du compte. Et ma deuxième rencontre très très importante est celle avec Stéphane Grappelli. J'avais 20 ans, donc j'étais à la fin de mon séjour chez Magma. Je jouais avec le big band de Michel Colombier. Il y avait Yannick Top d'ailleurs, je me souviens, à la basse. Il y avait André Ceccarelli. Et ce jour-là, on jouait au festival de Nancy, Jazz Pulsation. Mais il y avait deux violonistes, il y avait Stéphane Grappelli et Zbigniew Seifert, qui était un grand violoniste, le grand violoniste de jazz polonais. Zbigniew m'avait déjà entendu avec Magma, donc il me connaissait un petit peu, mais Stéphane ne me connaissait pas. Et quand il m'a entendu jouer, le soir, j'ai pris un ou deux solos. Après le concert, il m'a dit « Est-ce que ça vous intéresserait de me suivre en tournée ?» Voilà, je fais mon premier concert c'était à Francfort. Et puis, 3 jours après, on est à l'Albert Hall, le Royal Albert Hall de Londres. Ah, il me pose cette question, moi je dis oui, bien sûr, sans vous déranger. Et voilà, ça a commencé comme ça, et puis durant 20 ans, voilà, avec Stéphane, on se voyait chaque année, et on jouait ensemble. Et c'est vrai que même si Stéphane n'a pas été mon influence la plus marquante, ou en tout cas le détonateur, c'était Jean-Luc Ponty le détonateur, mais je dois dire que le fait de connaître Stéphane d'une manière plus rapprochée, et puis humainement, et puis musicalement aussi, naturellement, voilà, j'ai eu la chance de côtoyer un génie du violon du XXe siècle. Après, il y a eu mes rencontres avec Michel Petrucciani. Voilà, ce sont des points forts. Mon passage aux États-Unis, à New York aussi pendant 3 ans, où j'ai rencontré tous les musiciens. En tout cas, dès que j'ai rencontré Stéphane Grappelli, que j'ai fait cette émission, en fait, Le Grand Échiquier, où il m'a invité, le lendemain, tous les musiciens de jazz français m'appelaient, Henri Texier, Aldo Romano, machin, tout ça. Et là, je suis parti sur la route avec François Jeannot, notamment. Et voilà, c'est marrant parce que tout s'enchaîne comme ça avec François Jeannot, le big band Pandemonium, à l'époque, déjà, avec les sœurs Labec, avec Katia Labec. On a joué en Autriche, bref. Et dans ce festival était présent un grand critique allemand, Joachim Herzberend, qui était un grand... et qui s'occupait justement de la production des disques MPS, dans lesquels était Oscar Peterson, Jean-Luc Ponty, etc. Donc comme Jean-Luc était parti de cette maison, il cherchait un violoniste, et j'avais joué donc à Donaueschingen, c'était le festival, et j'avais fait impression à ce monsieur, et donc quelques mois après, il m'a rappelé en me demandant si je voulais bien enregistrer
Mon premier album, j'avais 21 ans à peine. J'ai dit, bon, ben, si je pouvais avoir au piano Gordon Beck, parce que je connaissais Gordon par Jean-Marie Salani. J'ai dit oui. Après, j'ai dit, bon, ben, si je pouvais avoir NHOP à la basse, parce qu'il accompagnait Stéphane Grappelli à l'époque, donc je le connais. Donc il a dit oui, d'accord, et Tony Williams, à l'époque, il était... Et il a réfléchi, il a fait, bon, ça va peut-être être un petit peu plus difficile, mais en tout cas, 1 mois et demi après, j'arrivais au studio et ils étaient là tous les 3, ils m'attendaient pour le début de la séance. Et ça a été mémorable parce que Tony Williams, qui avait du mal à supporter qu'un petit blanc-bec se paye Tony Williams, donc il m'a tout fait pour me déstabiliser. Christian Vander m'avait expliqué le jeu de Tony Williams. Il m'avait dit, ne te fais pas avoir par ça Charleston, qui va de toute façon accélérer, sortir du tempo. Son drive ne sort jamais du tempo, donc tu restes accroché à son drive. Tu ne bouges pas tes yeux de sa cymbale. Donc j'ai pas bougé mes yeux de sa cymbale. Et il ne m'a pas eu. Donc après le premier morceau, il est venu, il m'a dit, bon, on peut jouer ensemble. Après, on est devenus copains avec Tony Williams, et quand on se voyait à New York, c'était sympa, parce que, bon, voilà, il avait vu que j'étais malin. En plus, il était fan lui-même de Christian Vander, donc voilà, comme il savait que j'avais joué dans Magma, ça a été... Et puis après, tout s'est déroulé. Ma rencontre avec Jean-Marie Salani, producteur, parce que c'est important aussi de rencontrer quelqu'un qui puisse rassembler un peu tout ça, ses énergies, et puis les concentrer et diriger. Donc c'est vrai, pendant 15 ans, on a travaillé ensemble et ça a été vraiment... je lui dois beaucoup. J'ai eu la chance, par ma génération, de connaître tous ces musiciens qui sont partis maintenant, de Stan Getz, j'ai joué avec tous, Dizzy Gillespie, Elvin Jones, Art Blakey, et à l'époque d'ailleurs je devais rentrer comme premier violoniste du Jazz Messengers, puis il est décédé juste après. Puis cette époque jazz rock, j'aimais beaucoup ça parce que je trouvais que c'était un lien fantastique entre justement cette énergie de la jeunesse et puis aussi cet apport du jazz et de la liberté de l'improvisation, puis aussi la sophistication du son. Et malheureusement, la critique en France a été très dure avec le jazz rock pour sauvegarder en fait le jazz, et ce mouvement-là a été complètement balayé. Et puis après, il y a eu des dizaines et des dizaines d'expériences, je ne vais pas les raconter, parce que puis mes rencontres aussi avec le monde de la variété française ou de la chanson française, avec Nougaro, avec Barbara ou Jacques Higelin. Je suis allé un peu dans tout. Et puis mon écriture aussi classique, parce que j'ai continué à écrire du symphonique, donc 2 opéras, un concerto de piano, 2 concerti de violon, des musiques de film, 3, 4 musiques de film, tout ce qu'un musicien a à faire, quoi. Mais j'ai toujours essayé de garder cette globalité en fait du rôle de musicien, c'est-à-dire écrire et puis dans tous les styles.